Je vais commencer par vous présenter rapidement Adatech School, euh, si ça vous va, et puis après je laisserai la parole à nos trois intervenantes. Alors, du coup, Adatech School, ce soir, je ne suis pas dans nos locaux, je suis plutôt dans un setup maison normande. Mais normalement, les conférences se déroulent depuis l'école. Là, malheureusement, on est fermé étant donné la situation. Mais sinon, Adatech School, c'est une école d'informatique féministe qui se fait en 2 ans, 9 mois à l'école et 1 an en alternance. Et du coup, c'est une école qui repose sur 2 piliers. Tout d'abord, une pédagogie alternative qui est fondée sur des projets. Donc, une pédagogie, on apprend par le faire. Et ensuite, une école féministe. Donc, elle est mixte, hein. Il y a aussi bien des hommes et des femmes, mais le but, c'est de rétablir l'égalité homme-femme dans la tech et de rendre le métier de développeur et développeuse accessible aux femmes. Parce qu'en fait, il l'est tout à fait. Et c'est juste une histoire de stéréotypes et aussi de faire connaître ces métiers. Donc, ça tombe bien, c'est justement l'objet de la conférence de ce soir. Du coup, on a trois personnes qui vont un peu nous expliquer ce que c'est que ce métier, comment ça marche, comment elles en sont arrivées là. Juste pour finir sur l'école, je vous envoie dans le chat, pour celles que ça intéresse, un lien vers le live de présentation, si vous voulez en savoir plus, qui a lieu jeudi, où Chloé Hermary, qui est la fondatrice de l'école, expliquera en détail exactement comment ça marche, combien ça coûte, etc. Du coup, peut-être juste avant de vous laisser la parole à toutes les trois, Ségolène, Marie et Alexia, je vais faire une petite introduction sur le sujet du monde de l'informatique et du secteur du numérique, pour que vous ayez un peu l'ampleur du problème, du fait qu'il n'y ait pas de femmes dans ce milieu et un peu un panorama du secteur du numérique. Donc, pour que vous ayez une idée, dans le secteur du numérique, il y a 88 000 postes qui ont été créés en 2019 et il y en a 191 000 qui seront créés d'ici à 2021. Et ce qui est assez rare, surtout en ce moment, l'offre ne rencontre pas la demande puisqu'il y a 11% des postes qui restent vacants. Donc, c'est un secteur d'opportunités immense, ça vous le savez déjà. Et pourtant, il y a seulement 11% de diplômés en informatique qui sont des femmes. Si bien que moi, je reçois très souvent des mails d'employeurs qui me disent « Ah, mais où est-ce que je peux trouver des femmes? C'est quoi les plateformes où il y a des femmes ?» Sauf qu'en fait, on est face au sujet où actuellement, il y en a vraiment trop peu. Donc, ce chiffre bien trop bas, enfin, on va en parler. Il peut s'expliquer par des stéréotypes qui existent sur ces fonctions, des biais genrés, un manque de connaissance de ce secteur. Donc, on va un peu étudier ces sujets. Mais après, moi, parfois, je suis un peu frustrée de présenter ça parce que l'argument pour devenir développeuse, c'est pas seulement de se dire ah, tiens, il y a du boulot et je vais être bien payée. Heureusement, c'est pas le seul argument. C'est aussi des métiers qui sont au cœur de la stratégie de nombreuses entreprises, surtout celles qui reposent sur un produit technologique, mais pas que. Et c'est un métier où en fait, on a un outil qui est au service d'une cause, au service de quelque chose. On ne développe pas pour développer, c'est un langage. Et donc, c'est essentiel pour prendre des décisions d'innovation. Donc, du coup, le terme de développeuse, souvent, quand des jeunes filles veulent se reconvertir, elles ne savent pas forcément tout ce que ça peut englober. Donc, ça peut envelopper plein de réalités différentes, une différence de langage utilisé, une différence de rôle avec les mots que vous avez déjà vu voir passer de front-end, back-end, full stack, dev mobile, DevOps, etc. Il y a une diversité de modes de travail. En télétravail, bon, là, c'est un peu imposé en ce moment. Mais en remote, en digital nomade, on peut être entre plusieurs pays. De modes de contrat aussi, où on peut choisir d'être en freelance, en 4/5e, en CDI. Une différence aussi de projet, side project, qu'on peut consacrer ou non au développement. Et une différence, bien sûr, de formation et de parcours.
Donc voilà, cette introduction pour présenter nos 3 intervenantes. Donc il y a Marie qui est CTO chez Yelda. Ensuite, il y a Ségolène qui est développeuse chez Doctolib. Et Alexia qui est développeuse en freelance et qui va nous raconter ses projets. Du coup, le but de cette conférence, c'est de vous donner un aperçu de ce que c'est que d'être développeuse, les différentes manières d'être développeuse. Donc, ce que j'ai dit aux intervenantes, c'est qu'elles n'hésitent pas à interagir entre elles parce que c'est une conversation. Et vous aussi, surtout, n'hésitez pas à commenter, à faire vos remarques, à poser vos questions. Et du coup, ce qui sera beaucoup mieux pour qu'on puisse mieux les connaître, je vais vous demander à toutes les 3 de vous présenter. Qui vous êtes, quel est votre parcours, comment vous êtes devenue développeuse et ce que vous faites aujourd'hui. C'est un programme. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Ok. Merci Ségolène. Il en faut. Moi, c'est Ségolène. Donc, je travaille chez Doctolib, comme disait Claire. J'ai rejoint pendant le confinement, donc en mai. J'ai rejoint l'équipe en mai. Et moi, de base, je n'ai pas du tout un profil tech. C'est vraiment une reconversion, puisqu'à la base, j'ai fait des études de droit, de langue, et puis un master MBA en école de commerce. Et j'étais vraiment pas du tout geek, c'était vraiment pas du tout mon monde. Donc ça a été une reconversion énorme. Et si on m'avait dit ça il y a deux ans et demi, je pense que je ferais ça aujourd'hui, je l'aurais pas cru. Et j'y suis arrivée en fait après mon école de commerce, j'ai rejoint une start-up qui démarrait, donc early stage. Et je me suis retrouvée un petit peu par la force des choses comme product owner de cette start-up. Donc product owner, c'est la personne qui va être en charge du produit, donc souvent qui va être une app ou un site et qui va, en fonction des utilisateurs et des besoins, définir les développements à venir et s'assurer que les développements sont bien faits dans les temps et qui correspondent à ce qu'on attend. Et donc, je travaillais avec des développeurs et j'y connaissais rien. Et clairement, c'était horrible parce que c'est dur d'être légitime quand on n'a pas les connaissances techniques de base. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai appris sur le tas beaucoup, mais au bout d'un moment, je sentais qu'il me manquait un bagage technique plus solide. Et donc, j'ai quitté ma boîte et j'ai fait un premier bootcamp de 2 mois et demi qui s'appelle The Hacking Project. C'est le même programme que le Wagon, qui est peut-être un peu plus connu. Et en gros, c'est 2 mois et demi de web où on fait à fond de l'HTML, du CSS pour le front-end et en back-end du Ruby on Rails. Et donc, j'ai trop aimé. C'était 2 mois et demi super intenses. Et j'ai voulu aller plus loin par la suite. Et j'ai passé du coup la piscine de 42. Donc, j'ai fait ça en l'été 2018. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, j'ai passé un peu plus d'1 an à 42, où j'ai rencontré Alexia. Et voilà. Et j'ai fini là mon parcours. J'ai fait la branche, il y a plusieurs branches. Enfin, il y avait, maintenant ça a changé. Moi, je m'étais spécialisée en développement web. Et j'ai fini en avril-mai, juste avant de rejoindre Doctolib, du coup en CDI. Je ne suis pas passée par la case stage. Et en parallèle de ça, quand je me suis inscrite à 42, je me suis aussi inscrite en freelance. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait des missions, un petit peu de design, de front-end, sur des petits sites et aussi des cours. J'ai donné des cours notamment à Rocket School, qui est une école de marketing digital où j'apprenais à faire des landing pages, donc à la fois un peu sur le contenu, la partie marketing, et sur comment les faire aussi, comment les développer. Donc voilà. Ok, super. On reviendra un peu plus sur ce que tu fais chez Doctolib aujourd'hui après. Qui enchaîne du coup? Allez. Salut, moi c'est Marie Terrier, j'ai 31 ans et donc je suis la CTO de Yelda. Donc mon parcours il est un peu classique. J'ai toujours su que j'aimais l'informatique depuis le lycée, mais à cette époque-là, je pensais que c'était vraiment un métier hyper compliqué qu'on apprenait au niveau des études sup. Donc j'ai pas du tout creusé le sujet. Je savais pas trop comment on faisait, donc j'ai fait une classe prépa. Je suis arrivée en école d'ingénieur généraliste parce que je n'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens comme moi, sauf qu'en fait, ils avaient appris à coder quand ils avaient 13, 14, 15, 16 ans. Donc, qui étaient déjà prêts pour
l'environnement professionnel. Par exemple, il y en avait certains qui, à 20 ans, étaient déjà en freelance. Donc là, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, merde, j'ai raté le coche. Et en discutant avec ces gens-là, ils m'ont dit, t'inquiète pas, en fait, si tu sais déjà que tu aimes bien, profite de l'école pour faire des stages, pour découvrir un petit peu. Et si c'est vraiment fait pour toi, tu le sauras tout de suite. Donc, je me suis motivée. J'ai trouvé un stage de développement super simple. Je suis partie à Dakar et j'étais payée, mine de rien. Et mon tuteur m'a laissé 1 ou 2 semaines au début pour lire des tutos avant de me balancer sur son projet. Et en fait, c'était trop bien. J'ai adoré et j'ai su tout de suite que je voulais faire ça. Donc, en parallèle de mes études d'ingénieur, j'ai un peu continué à apprendre par-ci par-là. Et une fois terminée, donc j'ai voulu faire développeuse, mais je ne me sentais pas prête pour faire ça. Donc, j'ai cherché du boulot comme chef de projet en me disant que j'évoluerais petit à petit. Et en fait, je voulais aussi partir à l'étranger, donc j'ai trouvé une boîte qui recrutait des chefs de projet et des développeurs en Inde. J'ai postulé pour être chef de projet, mais comme ils n'arrivaient pas à trouver de développeurs francophones sur place, j'ai été recrutée pour être dev. Donc, je suis arrivée sur place et j'étais vraiment méga junior, c'est-à-dire que j'avais vraiment quelques mois de stage dans les pattes, j'avais appris toute seule, personne ne m'avait jamais vraiment encadrée. Mais au final, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que mes collègues autour de moi ont compris que je débutais, m'ont cadré, et donc j'ai passé en cumulé 5 ans en Inde, où j'ai commencé comme junior, et petit à petit, j'ai gravi les échelons, donc j'ai fini par encadrer des nouveaux développeurs, par faire des code reviews et directement mener des gros projets. Ensuite, je suis rentrée en France, toujours avec la même boîte, parce que ça commençait à être un peu... J'avais envie de rentrer. Et l'idée de créer Yelda, qui est une boîte en fait qui permet de déployer des assistants vocaux, donc des chatbots à la voix, clé en main pour des clients, a émergé. Et en fait, naturellement, les fondateurs de cette boîte m'ont demandé d'être leur CTO. Et comme moi, je commençais à avoir fait un peu le tour de ce que je faisais dans cette boîte, j'ai accepté. Donc, je suis aujourd'hui CTO d'une petite boîte. On est 5. J'ai 3 développeurs avec moi que j'encadre. Donc, on détaillera tout à l'heure un peu le quotidien. Et à côté de ça, je suis assez investie dans les Ladies of Code. Donc, c'est même pas une association. En fait, c'est un groupe de femmes qui codent et qui organisent plein de petites choses. Donc, on se partage des liens, on organise des événements techniques, on se conseille au sujet de questions en fait qu'on rencontre toutes dans notre quotidien de développeur. Donc ça peut être des interactions avec des collègues, ça peut être comment négocier son salaire, ça peut être comment changer de boîte. Alors je vois quel est le nom de la sauce, c'est les Ladies of Code. Et sinon, comme le code c'est aussi une passion, donc là c'est un peu en stand-by, mais je suis mentor aussi au Not School Paris. Donc, c'est généralement des événements d'une journée organisés chez Mozilla où des mentors, en fait, encadrent des développeurs Node.js de tout niveau pour progresser sur ce langage, qui est mon langage de prédilection. Il y avait juste une question de Bénédicte aussi pour toi, Marie, sur quel langage as-tu été dev en Inde? Alors, en Inde, c'était du web pur, donc c'était du PHP et après un peu de HTML, mais j'ai jamais été très douée en intégration. Donc ça, c'était quelqu'un d'autre qui est repassé derrière moi. Et maintenant, c'est du Node.js et du JS en front. Ok, merci beaucoup. Du coup, Alexia, on te laisse la parole. Ok. Donc moi, c'est Alexia, j'ai 28 ans. Et pareil que Ségolène, moi, à la base, je ne me suis pas du tout orientée dans la tech. J'ai fait, pour vous dire, un bac ES Spé Éco, donc rien à voir. Et en fait, après, j'étais à Sciences Po et j'ai fait un master en affaires publiques, donc complètement à l'opposé. Et en gros, à ce moment-là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est quand j'ai commencé à chercher dans quelle branche j'avais envie de me lancer, j'ai commencé à découvrir le secteur de la tech. Et j'ai attaqué le secteur de la tech par un autre moyen que le code. J'ai d'abord fait du marketing, j'ai fait du bizdev, j'ai eu plusieurs postes en fait. Et complètement par hasard, en fait, j'ai croisé quelqu'un qui venait de 42
c'était une fille et je lui ai demandé comment ça se passait d'être une fille à 42. Elle m'a dit: «Bah, tu qu'à venir voir en fait parce qu'il y a les piscines qui sont ouvertes à tout le monde et tu peux, passer juste un mois et voir ce que ça donne». Donc j'ai atterri à la piscine de 42, un peu par hasard et ça m'a énormément plu et du coup, j'ai été admise donc j'ai décidé de continuer et pareil, moi que Ségolène, je me suis spécialisée dans la branche web. Donc j'ai commencé par du PHP. Enfin, au début de 42, on fait du C. Après, j'ai fait donc le web, donc PHP. Et dès que j'ai pu, j'ai fait du JavaScript. Et j'ai trouvé ma première expérience professionnelle chez Payfit, qui est une grosse start-up. Et donc, j'ai été amenée à travailler là-bas dans un premier temps en stage. Et j'ai enchaîné derrière sur un CDI. Et c'était très bien et ce qui était vraiment bien, c'est que j'étais énormément accompagnée, où j'avais là-bas, comme un mentor qui, à chaque fois que j'avais une question technique, bah, il pouvait prendre du temps pour, m'accompagner. Il me faisait toutes mes code review et prenait énormément de temps pour me former, donc ça a été top et au bout d'un certain temps, par contre, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire à 100 de mon temps du code. J'avais aussi envie de me lancer un peu dans d'autres projets, typiquement l'enseignement. Et donc, je me suis dit que le format qui me correspondait le mieux, c'était être indépendante. Donc, je me suis lancée il y a un peu moins de 2 ans en indépendante, donc à mon compte, freelance. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des projets en code pur, où du coup, soit je créais le projet, soit j'accompagnais des boîtes qui avaient besoin de renfort sur les équipes. Et en même temps, je fais des cours, donc je crée des cours pour Open Classroom. J'ai fait des cours de CSS, Vue.js, je crée un cours là sur React. Et voilà, c'est comment quel type de mission je fais aujourd'hui en dev. Merci. Et je me souligne quelque chose aussi que vous avez pas mal dit, c'est que souvent, les personnes ont un peu peur en se disant, tiens, suite à ma formation, est-ce que je vais être prête pour aller dans le monde de l'entreprise? Et j'ai l'impression, enfin moi, j'ai pas vécu vos parcours, mais en tout cas, quand on lance, nous, nos apprenants en alternance, qu'il y a aussi une grande dimension dans l'entreprise de continuer à apprendre. Et le manager est aussi un conseiller qui va épauler le développeur junior, le former, lui apporter des conseils, revoir son code avec lui. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande solidarité au début, surtout sur des postes où on continue sans cesse de se former et d'apprendre. Complètement. En fait, c'est là où on voit aussi les bonnes entreprises, c'est les entreprises qui laissent vraiment du temps aux gens de se former. Et donc, ça dépend de l'entreprise, mais c'est aussi lié au code où on est sans cesse censé apprendre en permanence. Donc, oui, tu es accompagné la plupart du temps là-dessus. Enfin, je sais pas, je vous laisse Ségolène et Marie partager vos expériences. Ouais, Bah alors, c'est pas que le rôle. Ah, pardon. Vas-y. alors maintenant que je suis CTO, en plus, je le vois d'autant plus, c'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un en tech, c'est un investissement pour la boîte, surtout si c'est quelqu'un de junior. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'accompagner cette personne pour qu'elle progresse et qu'elle soit en fait le plus efficace possible, parce que c'est tout simplement ce qui va amener la boîte, ce qui va amener le projet ou le groupe de développeurs le plus loin possible. Donc en fait, la boîte a vraiment tout intérêt à vous accompagner, surtout qu'en plus, comme c'est un métier où on apprend tout le temps, un junior qui débarque en fait et qui va se former sur des sujets, et ben, il va étudier en fait les dernières versions du langage, les derniers packages, les dernières librairies, et en fait, il va arriver avec un esprit frais, neuf et vraiment au top de la pointe, et il va lui aussi d'une certaine façon enrichir les anciens qui eux vont partager leur expérience. Donc c'est un peu donnant-donnant. C'est d'un côté, il y a l'expérience, on t'aide à éviter des gros problèmes qui vont arriver, et toi, quand tu arrives, en fait, tu poses plein de questions avec ton regard frais, mais tu fais avancer tout le monde avec ça. Donc, c'est un peu une tradition, je trouve, dans la tech.
Je suis d'accord. Et en plus, je pense qu'il n'y a pas que il y a pas que le manager, c'est vraiment toute l'équipe aussi qui t'accompagne vachement. Et on fait beaucoup, en tout cas chez Docto, je pense dans la plupart des boîtes, de ce qu'on appelle des code reviews. Donc, c'est-à-dire que si moi, demain, je code quelque chose, en fait, ça ne va jamais être ajouté, on va dire, à toute la code base comme ça. Il faut que quelqu'un le relise, voire plusieurs personnes, et le valide. Et en fait, c'est un super moment aussi d'apprendre parce que souvent, tu vas être, voilà, ça va être commenté par des personnes qui ont plus d'expérience de manière générale et aussi plus d'expérience dans l'entreprise et avec le code de cette entreprise-là. Donc, ouais, rien que ça, c'est quelque chose que tu fais vraiment au quotidien et qui te permet vraiment de faire des progrès super vite. Et il y a Charlotte dans le stage qui dit que ça peut être compliqué en période de confinement. Alors, oui, certes, tout est plus compliqué, mais en fait, le métier de développeur, c'est quand même quelque chose qui peut se faire vraiment facilement en remote, tout seul derrière son ordi. Et même, en fait, en termes d'encadrement, c'est quelque chose qui se fait facilement à distance. Parce qu'au final, quand on est concentré sur une tâche en tant que dev, c'est compliqué de s'interrompre à un instant T pour répondre à des questions. Donc, en fait, on travaille souvent de manière asynchrone, c'est-à-dire que en tant que développeur junior, tu as une question, bah, tu vas la formuler, donc tu vas vraiment déjà réfléchir à ta question et rien que ça, des fois, ça va te débloquer. Et en fait, quand la personne va te répondre, bah, elle va te répondre quand elle aura le temps. Ça peut être tout de suite, ça peut être dans 1 heure. Mais la distance, c'est pas vraiment. Enfin, faut pas s'effrayer de la distance pour démarrer le métier de dev. S'il y a bien un métier pour lequel ça roule, c'est celui-là, je trouve. Ouais. Puis moi, tu vois, j'ai postulé le jour où Macron a annoncé le confinement, donc super timing. C'est là que j'ai commencé à candidater. Et j'ai fait tous mes entretiens à distance. J'ai commencé mi-mai. Et en fait, pendant 2 mois, c'était à distance. Mais c'est pas... Voilà, c'est des métiers où ça se fait, franchement. Même là, Je en crois que Charlotte freelance, postule chez Doctolib. Ouais, bah super. Ah bah oui, j'avais pas vu. Bah écoute, n'hésite pas si tu veux venir me parler après. Y a pas de souci. mais même là, en freelance, il y a des contrats qui se font à distance sans souci. Donc, c'est un secteur qui bouge encore malgré le confinement. Et pour compléter, même pour la formation, chez Ada, du coup, on a développé des outils pour revoir son code en commun. On a développé on a mis en place toute une artillerie d'outils pour arriver à faire ça à distance. Donc, même l'aspect formation est possible. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Peut-être juste pour bien comprendre chacune ce que vous faites, est-ce que vous pourriez nous dire votre intitulé de poste, les langages, si jamais vous ne l'avez pas dit, je crois que juste Ségolène, tu ne nous as pas dit, et pour qu'on se projette, peut-être l'illustrer par un projet qui vous a passionné et sur lequel vous avez travaillé. Qui parle en premier? Ah, alors moi, je bosse chez Doctolib. Donc mon intitulé, c'est Software Engineer. En gros, c'est développeur web full stack, donc ça veut dire back-end et front-end. Donc ça, c'est une volonté de l'entreprise. Chez Doctolib, tous les développeurs sont full stack. Donc, on est censé savoir faire à la fois, donc le front-end, c'est tout ce que vous allez voir sur un site, entre guillemets. Ça va être la partie un petit peu design et l'interface que vous voyez. Et le back-end, ça va être plus la logique derrière qui va faire fonctionner, le site. Et donc, voilà, et nous, on travaille en React en front-end et Ruby on Rails en back-end. Sachant que Ruby on Rails, j'en avais moi fait un petit peu à The Hacking Project, mais pendant 2 ans, j'y avais pas touché. Donc franchement, c'était pas... Quand j'ai postulé, j'avais vendu comme niveau 0, quoi. Et React, j'en avais fait sur mes 2 derniers projets de 42, mais sur lesquels je m'étais formée toute seule ou avec un copain avec qui je bossais sur le projet. Voilà. Et un projet sur lequel je travaille, moi, j'ai intégré chez Doctolib une nouvelle équipe. En gros, on travaille sur un EHR, ça veut dire Electronic Health Record, et c'est une sorte de carnet de santé en ligne. Donc, pour l'instant, on n'a qu'une vingtaine de bêta-testeurs et ça sortira en 2021. Et moi, je travaille beaucoup, en gros, sur quand un médecin a un patient, lors d'une consultation, sur comment il crée tous les documents de la consultation, donc les ordonnances, les certificats, les lettres d'adressage. Et on travaille sur plein de fonctionnalités, sur créer des sortes de templates, des modèles pour faciliter le travail du médecin pour que ça aille plus vite, comment partager ces documents, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses, nous on travaille en équipe de 4 à 6 développeurs en gros.
Et en général, on a des projets. Voilà, moi, c'est un projet, mon équipe, on est là-dessus depuis mai. Et ça risque d'être le cas encore un petit moment. Donc, c'est assez cool aussi parce qu'on voit vraiment un projet de A à Z. Et ouais, on le suit, quoi. C'est vraiment chouette. Front-end, ok. Je regarde un peu les questions. Si vous voulez, vous, entre-temps, je reviendrai peut-être dessus. Bah, peut-être, elle Tu veux, écrit je Marie. reprends. Ouais. Ok, alors moi je suis CTO, donc c'est Chief Technical Officer. Donc en gros, c'est directrice technique ou directrice de la technologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais expliquer dans le contexte d'une petite boîte. Donc là, on est une startup et c'est pas du tout le même métier quand on est CTO d'une boîte de 100, ni même de 1000 ou de plus. Donc dans mon cas, ça veut dire que déjà j'ai démarré un projet de zéro. Donc j'ai un associé, c'est le CEO, qui est arrivé avec une idée, un projet auquel on a beaucoup réfléchi ensemble au début. Donc déjà, on a réfléchi à ce qu'on voulait faire. Lui, il a proposé des maquettes. On a beaucoup interagi, on a fait beaucoup de specs. Et à partir du moment où on a eu une base sur laquelle on était d'accord, il a fallu que je fasse tous les choix techniques de la boîte. Donc, c'était choisir quel langage on allait utiliser, quelle base de données on allait utiliser, comment on allait héberger le code. Fallait réfléchir en fait à tous ces choix qui vont perdurer pendant des années. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Est-ce qu'on peut facilement recruter des développeurs là-dessus? Est-ce que moi, je suis à l'aise sur ces langages? Est-ce que je vais être capable de sortir ce qu'on appelle une POC, c'est une Proof of Concept, c'est en fait la V0 du projet suffisamment vite, parce que quand on démarre un projet, il faut aller très vite. Donc, plein de questions comme ça, donc il fallait faire des choix. Ensuite, il a fallu recruter, il a fallu intégrer des développeurs sur le projet et ensuite les encadrer. Donc, aujourd'hui, mon quotidien, ça se découpe comment? Je dirais que je passe facile un tiers à un quart de mon temps à continuer à faire des specs avec mon cofondateur qui, lui, est en contact avec les clients. Donc, lui, il me rapporte les besoins des clients, il me rapporte ses besoins à lui pour acquérir des nouveaux clients. On en déduit des features et en fait, on débat sur ce qu'on va produire ou pas, si ça a vraiment de la valeur. Moi, j'arrive aussi avec mes besoins. En tant que tech, par exemple, je lui dis, là, il y a tel truc, il faut absolument qu'on le refactorise parce que sinon, dans 3 mois, ça va être l'enfer. Ou là, on a fait un nouveau choix technique, il faut qu'on change un truc. Ou il y a une librairie qu'il faut absolument qu'on update, ça va prendre 2 jours, il faut que je les prenne. Ou alors, ça peut attendre. Donc, beaucoup de choix, beaucoup de concessions, beaucoup de discussions. Une fois qu'on a choisi ça, je prépare les specs techniques pour mon équipe. À partir de là, on se dispatche les tâches. Donc, on code tous, encore un petit peu. Donc, moi, à peu près un quart de mon temps. Je passe pas mal de temps à faire de la code review de mes équipes pour s'assurer que le code qu'on passe, en fait, il va tenir sur le long terme. Parce qu'au final, je suis vraiment la garante de la qualité du code qu'on va mettre en prod. Et j'ai encore un peu de temps aussi pour continuer à faire de la veille et faire un peu plein de petites tâches qui sont associées au métier de CTO et qui vont être globalement monitorer l'application, voir ce qui va pas, proposer des solutions pour améliorer la vie à tout le monde. Donc, ça va être mettre en place des nouveaux process pour que le travail du développeur soit plus simple, que le travail du CEO soit plus simple, détecter plus facilement des bugs, etc. Donc, un projet sur lequel on travaille, moi, je vais parler de Yelda. Donc, qu'est-ce que j'aime là-dedans? C'est que c'est du conversationnel. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce que disent les utilisateurs et de leur répondre de la façon la plus fluide possible. Donc, ce n'est pas seulement des questions-réponses, c'est se rappeler au cours d'une conversation d'informations que quelqu'un a données plus tôt. Donc, par exemple, si en début de conversation, je vous ai demandé si vous étiez des clients, ça, c'est une information que j'ai gardée tout du long. Et à chaque fois, toutes les réponses à vos questions que l'outil va apporter, ce sera je regarderai si vous êtes client ou pas. Et si à un moment donné, vous me donnez une information, par exemple, vous vous intéressez à un produit, tout le long de la conversation, il va falloir que je décide si cette info, je la récupère ou si je l'oublie. Donc, il y a plein de questions comme ça autour du langage qui sont vachement intéressantes. Donc, c'est un mix d'algorithmie, de langage et de code. Et c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Je crois que c'est tout ce que vous voulez, Claire.
Oui, ouais, c'était ça. Peut-être, Alexiane, toi aussi nous Ouais. présenter les projets sur lesquels tu bosses en freelance et puis après, je vois bien vos questions, hein, sur le chat, il y en a beaucoup. Puis après, on pourra peut-être faire un focus. Il y avait pas mal d'inquiétudes sur la reconversion. Donc peut-être Alexia et Ségolène, vous pourrez nous en parler sur notamment le syndrome d'imposteur, le recrutement euh, par rapport à des développeurs non reconvertis. Est-ce que c'est différent? Vous nous direz aussi juste après. Ok. Moi, du coup, c'est dur de donner un titre précis Oui. parce que en soi, dans les faits, je suis full stack, donc je fais du front et du back. Mais dans mes missions, j'ai aussi bien fait du pur front que du full stack. Et j'ai même fait du full stack, mais plus en faisant du DevOps en même temps, en faisant vraiment tout, en même temps la compréhension des besoins, le design de l'interface, donc le front, le back et la mise en production derrière, donc le mettre en ligne. Donc ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, j'évite de faire ça, je me spécialise un peu plus. Donc, je fais davantage des missions soit pure full stack où je fais juste le front et le back, mais où il y a une équipe à côté, ou sinon, j'accepte de faire du pur front toute seule. Donc, typiquement, un projet où j'ai travaillé qui était sympa, j'ai bossé pour une boîte où j'ai fait une librairie de composants, où en gros, typiquement, quand on clique sur un bouton, il y a une modale qui s'ouvre et elle est stylisée selon leurs besoins. Donc, il y a la modale, il y avait, je sais pas, une trentaine de composants. Donc, ça, c'était une mission qui était très sympa à faire. J'ai fait une autre mission où j'ai créé, donc encore ce que je disais là, le design, l'interface, et j'ai implémenté toute la base du front pour une startup où ils étaient que 3 et il y avait un CTO mais qui n'aimait pas du tout faire le front et qui n'avait pas du tout le temps de faire le front. Donc, j'ai créé le front. Ça, c'était pas mal aussi. Et sinon, faire partie aussi de ma dernière mission en date, c'était une mission où je faisais vraiment partie de l'équipe, où j'étais en soutien à l'équipe où il y avait une dizaine de devs. Et en front, on était 4. Et du coup, vraiment comme si j'étais salariée et où pendant plusieurs mois, je bossais avec l'équipe, je participais aux réunions. Donc, en freelance, c'est ça aussi qui me plaît, c'est que ça change assez souvent. Et du coup, j'ai pas de poste fixe, mais je m'adapte un petit peu en fonction de ce que j'aime et les besoins de l'entreprise. Donc, du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que les gens demandaient dans la conversation, le syndrome de l'imposteur, alors il peut être assez frappant, assez dur au début. Moi, je sais j'ai appris à le dépasser au fur et à mesure. Quand je suis arrivée à 42, ça a été assez. Moi, je me disais, bon, en fait, j'ai pas ma place là. Il y a des gens qui codent depuis qu'ils ont, je sais pas, 10 ans. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Et donc, au début, je me disais, de toute manière, je suis même pas sûre de devenir dev, je fais juste ça parce que c'est cool. Et donc, c'était un peu, je pense, mon moyen de me protéger, de dire, on verra plus tard ce que je fais. Et au fur et à mesure où je me suis dit que j'avais vraiment envie de bosser là-dedans, c'est en faisant les choses que j'ai réussi à le dépasser et en m'entourant aussi de gens qui m'aidaient à voir que ce que je faisais, c'était aussi bien que des autres. Typiquement, dans mon premier job, donc chez Payfit, j'avais des gens autour de moi qui étaient ultra bienveillants et notamment mon manager qui vraiment me rassurait, me disait non mais on est très content de toi. Et donc pour moi le meilleur moyen de dépasser son syndrome de l'imposteur, c'est d'être bienveillant envers soi-même, mais aussi de s'entourer de gens bienveillants. Donc je sais pas pour toi Ségolène, après une reconversion, comment ça s'était passé? Ou Marie, j'ai cru que tu avais fait un signe. Ouais, alors moi, j'ai un petit truc juste que j'adore partager parce que ça m'avait aidé de ouf. Ouais. Le moment où j'ai vraiment paniqué, parce qu'au final, quand je suis arrivée que j'y connaissais rien. Tout le monde, j'ai dit à tout le monde, j'y connais rien. Et ça a été pris de base comme ça. Et on m'a traité comme tel et c'était super. C'est le moment où, en fait, on m'a confié des responsabilités techniques. On m'a dit, là, tu vas être tech lead, donc tu vas suivre des projets, faire les reviews des gens, prendre les décisions techniques. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais
Alors, j'ai pas du tout les épaules pour ça. Ça faisait déjà 3 ans que je codais, mais je me sentais vraiment pas prête. Et là, il y a un manager donc je lui ai dit, et il m'a amené dans son bureau. Il m'a dit, écoute, déjà Marie, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu trouves que je suis un bon manager? Il se trouve que oui, c'en était un. Donc je lui ai dit, bah ouais. Il fait, bah, déjà, si tu as confiance dans mes décisions, bah, là, je décide de te promouvoir. Donc, si je prends de bonnes décisions d'habitude, bah là, c'est encore une fois une bonne décision. Donc déjà, de un, fais-moi confiance. Après, de deux, je suis pas dans ta tête. Tu mets peut-être la barre plus haut pour toi que pour les autres. Mais en tout cas, si tu veux te sentir à l'aise, moi, je te conseille de regarder une vidéo sur YouTube, c'est un TEDx, qui s'appelle Fake it until you make it. Donc, en fait, c'est une femme qui présente une stratégie pour se sentir à l'aise dans une situation où, en fait, on ne se sent pas à sa place. Donc, globalement, c'est bah, là, tout de suite, on t'a mis quelque part. Toi, tu penses que tu ne le mérites pas. Bah, avec le travail, au final, au bout d'un moment, tu vas le mériter. Hein. Peut-être que les gens, ils sont un peu plantés, qu'ils t'ont surestimé. Bah, c'est pas grave. Tu fais style 2. Et donc, c'est des questions un peu de posture, de se sentir bien. Et en fait, ça a vachement bien marché. Après, derrière, il y a des petites techniques aussi du type, bah, si jamais on te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, bah, soit tu réponds tout de suite, là, je ne sais pas, ou tu dis juste, j'ai pas le temps. Et en fait, tu prends 2 heures pour poncer le projet à fond. Et 2 heures après, tu dis, bon, voilà, j'ai fini mon truc urgent, vas-y, je suis prêt pour tes questions. Alors, il y a ça, ça, ça et ça. Et franchement, ça marche de ouf pour donner l'impression qu'on est à la hauteur quand on n'a pas confiance en soi. Voilà. Merci pour les conseils. C'est bien concret en plus. Et toi, Ségolène, tu as ressenti ça aussi? Ouais, ben moi c'est vrai que du coup je m'y suis mis entre guillemets un peu tard, c'est que j'ai commencé, enfin c'est pas tard, hein, mais je me suis retrouvée à la piscine, je crois que je l'ai fait à 25 ou 26 ans. Donc c'est vrai que ça peut être difficile déjà de voir peu de gens qui te ressemblent, donc déjà peu de femmes et surtout beaucoup de gens beaucoup plus jeunes et qui ont l'air de maîtriser mieux que toi. Je dis ont l'air parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est un milieu où ça peut parfois beaucoup parler et finalement derrière, il n'y a pas forcément une énorme maîtrise. Ils ont tous vu la vidéo de Marie, Fake it until you make Ouais, it. peut-être. Et moi, je l'avais pas vu, effectivement. C'est un peu Donc, inné. ouais, c'est sûr que tu te poses des questions. Et là, j'ai vu un commentaire qui dit, tu vas voir tout de suite si c'est fait pour toi. Est-ce que c'est une généralité? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui met, un peu une... Je sais pas d'où ça vient. Oui, je sais pas non Je voulais plus. trouver Fake it until you make it. Désolée, j'ai lancé la vidéo. Pas de souci. Et ouais, du coup, cette phrase de tu vas voir tout de suite, c'est fait pour toi, je pense que c'est encore un peu une barrière qu'on met aux personnes qui sont pas, en gros, franchement, des hommes blancs quoi, dans l'informatique. Parce que c'est pas vrai. Déjà, comment tu peux savoir si c'est fait pour toi, si tu n'en as jamais fait, si tu vois personne qui te ressemble? Tu vas pas voir, enfin, à moins d'avoir une révélation extraordinaire, ça prend du temps. Et puis, quand tu démarres quelque chose, généralement, tu n'es pas bon au début, c'est normal. Et plus tu es bon dans quelque chose, plus tu aimes le faire aussi, donc ça prend du temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression, ça prend du temps, voilà. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui aient des révélations, c'est extraordinaire pour eux. Moi, franchement, ce n'était pas le cas. J'étais un peu comme Alexia, où j'y suis allée. J'avais Pôle emploi pendant 1 an. Je me suis dit, OK, ça a l'air super intéressant. Je le fais. Si je suis nulle, c'est pas grave. Je continuerai à faire ce que je faisais. Puis voilà. Et puis petit à petit, j'ai avancé comme ça. Et moi, le grand conseil que je donne, c'est de ne pas se comparer. C'est hyper dur. C'est de super bien s'entourer et pas se comparer. C'est des erreurs que j'ai peut-être fait au début de 42 et qui m'ont freiné plus qu'autre chose. Et il y a un moment où j'ai un petit peu choisi les gens avec qui je voulais rester parce que ça peut être super toxique en fait. Même s'il y a des choses qui ne sont pas dites, c'est quand tu restes avec des gens qui se comparent beaucoup, où tu sens vraiment qu'il y a toujours un peu un désir de performance au-dessus de tout, etc. C'est dur quand toi tu démarres en plus. Tu te poses déjà toutes ces questions de est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais trouver un travail dedans? Est-ce que je pense qu'il faut faire, il faut aller à son rythme, mais il faut accepter que des fois, ça prend du temps, quoi. Et franchement, moi, là, en sortant de 42, je me disais, je ne vais jamais trouver un staff. Au final, j'ai postulé à 3 trucs, j'ai été acceptée dans 2 en CDI. Là, à Docto, pareil, j'arrêtais pas de me dire, oh, je suis trop nulle, c'est horrible, au bout de 3 mois. Au final, je parle à mon manager qui me dit, c'est super, tu dépasses les attentes qu'on a. Et je me dis, putain,
Enfin, c'est des choses qu'on porte et voilà. Et je sais que ça m'arrivera plus tard. Je pense que, comme disait Marie, à un moment où tu te retrouves avec plus de responsabilités, je suis sûre que j'arriverai à ce même résultat-là. Et puis, faut se dire que c'est quelque chose qu'on vit tous. Et effectivement, c'est plus une barrière qu'on se met soi que vraiment une réalité, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de se poser 1000 questions et de se mettre énormément de pression. Moi, je sais qu'au début de 42, je me disais à chaque fois, j'essaie de mettre la barre encore plus haute que plein de gens autour de moi. Et je me mettais une pression, mais complètement inutile. Et j'ai fait un mini burn-out toute seule dans mon coin à 42. Et en fait, c'est super important de prendre conscience du fait que il faut être bienveillant envers soi-même et encore une fois, voilà, s'entourer de gens bienveillants et se laisser le temps aux choses de se faire et voilà, essayer de relativiser un petit peu les choses. Ouais. Et en plus de ça, je pense qu'il y a une difficulté dont on ne se rend pas forcément compte, mais déjà si on est une femme, et encore plus si on est une femme non blanche, si on est une femme, je sais pas, handicapée, enfin, il y a plein de facteurs qui rendent les choses encore plus compliquées, c'est qu'on a l'impression de, quand on est une minorité, de toujours représenter tous les gens qui nous ressemblent. Donc quand tu es une femme à 42, alors là je pense que ça va beaucoup mieux, mais je pense qu'avant il y avait beaucoup moins de femmes, quoi. Donc c'est vrai que quand tu es seule au milieu de plein de gens, tu sens que tu portes sur les épaules le poids de tous ceux qui te ressemblent. Et donc si tu es nulle, super, voilà, les filles, on voit elles sont là pour les quotas. Regardez, elle est trop nulle. Alors qu'en fait, juste peut-être toi, tu es nulle, ça arrive. Mais tu ne représentes absolument pas tous les gens qui te ressemblent. Et je pense qu'il y a cette difficulté-là en tant que minorité aussi. Il faut en être conscient, je pense. Et quand on se dit ça, on comprend un petit peu plus peut-être le poids qu'on a aussi sur les épaules et pourquoi on se met la pression, quoi. Je rebondis juste sur le fait aussi de ce que vous dites un peu toutes, de bien s'entourer. Il y a Bénédicte qui dit difficile de choisir son manager bienveillant quand on postule, on ne le connaît pas vraiment. Nous, Bénédicte, en tout cas, c'est un conseil qu'on donne chez ADA à nos apprenantes qui passent leurs entretiens pour les alternances, c'est que c'est difficile de se mettre ça en tête, mais c'est un entretien des deux côtés. Donc oui, tu cherches un stage, tu cherches une alternance, tu cherches un boulot. Tu as la chance, si tu cherches en développement, d'être dans un secteur qui quand même recrute. Et du coup, tu as le droit de poser des questions pour voir si ça va être une entreprise dans laquelle tu vas t'épanouir, si tu vas te sentir à l'aise. Ça peut prendre du temps, mais ça se fait aussi des deux côtés. Et nous, on travaille pas mal sur les partenariats avec les entreprises pour garantir à nos apprenants qu'ils aient des offres de stage ou d'alternance dans des entreprises où on sait qu'il y aura ce climat-là. Mais c'est à toi de checker auprès de l'équipe que tu vas te sentir bien. C'est souvent dur à se dire que l'entretien, c'est double. Un petit tip. Moi, je rajoute. Ah, pardon, vas-y. Non, désolée. Non, je disais que moi, du coup, j'accompagne aussi des copains qui ont décidé de se reconvertir récemment, qui sont sur leur premier boulot, leur deuxième boulot, etc. Et tu peux aussi te servir de la communauté pour arriver à évaluer une boîte. Parce qu'au final, si c'est la première fois que tu arrives dans la tech, tu ne sais pas vraiment quelles sont les attentes que tu es censé avoir en tant que tech, parce que tu n'as jamais bossé en tant que tech. Et donc, à partir de là, tu peux raconter donc, un réseau que tu as, donc par exemple en passant par des communautés comme les Ladies of Code ou whatever, sur Twitter, des amis, moi j'en sais rien, le meilleur ami de ton père s'il code, enfin peu importe. Mais en parler en fait avec des gens qui ont un peu d'expérience, qui peuvent te conseiller. Et quand tu cherches du boulot, il y a aussi des gens qui peuvent te conseiller des boîtes, parce qu'en fait entre devs, on s'en parle de nos histoires. On va dire, ouais, dans celle-là, on s'est pas du tout occupé de moi. Il y a quelqu'un qui va dire, dans celle-là, c'était méga bien. Quand tu arrives, tu as 2 semaines de formation, tu es en binôme avec quelqu'un qui a au moins 3 ans d'expérience et qui va t'encadrer. Enfin, les techs parlent et tu as des choses à retirer. On peut t'aider au début à viser une boîte qui te correspond. Voilà, c'était mes 2 cents. Et j'ai l'impression que donc, dans le développement, il y a quand même des grosses communautés, donc soit par langage, soit par boîte, et encore plus des communautés de femmes développeuses. Donc c'est vrai que c'est complètement l'occasion d'en profiter, quoi. Ouais, et au sein de boîtes Quelqu'un aussi, voulait ajouter quelque chose? Oui, Ségolène. Nous, par exemple, je sais que chez Doctolib, on a un channel Women in Tech
où du coup, là, on n'est que toutes les femmes qui travaillent au produit ou à la tech. Et ouais, c'est vraiment un espace super libre. On a pas mal d'événements rien qu'entre nous, du mentorat, etc. Je pense que de plus en plus, il y a des entreprises qui ont des initiatives comme ça. Et il ne faut pas hésiter aussi à demander en entretien. Voilà, parce que moi, je sais que c'est tous mes entretiens, je posais ce genre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Enfin, c'est quoi le ratio? Est-ce que vous avez envie de faire mieux? Et déjà, en face, selon que ce soit les RH ou le manager, si on voit que la personne est là, genre, c'est quoi cette question? Enfin, ça n'a pas lieu d'être. Déjà, je trouve que personnellement, pour moi, c'était un no-go. Parce qu'un manager ou une personne qui travaille au RH dans la tech et qui n'est même pas au courant de cet enjeu-là, d'inclusion, etc., personnellement, pour moi, ça en dit long sur la culture de l'entreprise. Ça peut être aussi quelque chose de plus simple si on n'ose pas tout de suite demander les chiffres, mais en tout cas, voilà, peut-être demander est-ce qu'il y a déjà des initiatives, est-ce que c'est un sujet qui est important pour vous? Et voilà. Et du coup, on a pas mal évoqué aussi le sujet d'être femme développeuse par vos témoignages. Du coup, ça peut parfois, de ce qu'on entend, être difficile de se sentir, d'avoir le poids de la représentation, de se sentir parfois un peu seule. Pourquoi, selon vous, il faut y aller quand même? Parce que, alors, Enfin, s'il faut y aller, hein. J'ai l'impression que oui. je pense que si on est toutes les trois et qu'on n'a pas décidé de bouger, c'est qu'on a toute envie de dire qu'il faut y aller. Mais déjà, la tech, c'est un secteur où ça bouge énormément et il y a énormément de choses à apprendre. Donc, je trouve que c'est très, très cool de toujours avoir à apprendre en permanence. Donc ça, c'est très, très cool. Il y a énormément d'opportunités. Donc, encore une fois, là, malgré le confinement, ça bouge, il y a des nouveaux produits qui se lancent, les boîtes continuent à recruter. Donc, ça fait partie de quelque chose qui est assez positif aussi de faire partie de ce secteur-là, de cette industrie. Et en plus, parce que on a besoin de se serrer les coudes. Enfin, plus il y aura de femmes dans ce secteur, plus ce sera cool. En fait, plus il y aura plus ce problème d'être mal à l'aise, de devoir être dans la surefficacité pour dire je défends mon genre, je suis la représentante de mon genre, donc il faut que je sois super super bonne. Donc du coup, ouais, on a besoin de nous qui sommes, on a besoin de faire venir d'autres femmes aussi pour que le secteur soit encore plus ouvert et que la diversité fasse son travail, que ça devienne quelque chose de plus équilibré, en fait, plus sympa. Et... Alors, tout à fait d'accord avec toi. Et au-delà des fois, on a des difficultés quand on est dans des équipes, par exemple, uniquement masculines. Moi, j'ai constaté aussi souvent le contraire chez des potes qui codent, donc des développeurs, qui me disent nous, on est qu'entre mecs et franchement, on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils arrivent à recruter des filles dans les équipes. Ouais. Parce que souvent, l'ambiance, elle est lourde et on a envie de plus de diversité parce que franchement, j'en sais rien, moi, j'aime pas le foot et tous les mecs qui parlent du foot à midi, bon, il y a des filles qui aiment le foot, hein, c'est un mauvais exemple, mais bref, il y a aussi énormément de développeurs hommes qui ont envie de voir plus de femmes parce que la diversité, en fait, ça apporte plein de choses. Enfin, on va pas faire une conf là-dessus, mais donc il n'y a pas que les femmes qui veulent voir des femmes, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui ont envie de nous voir arriver là. Et pourquoi y aller? Déjà, quand on aime ça, ce serait vraiment trop bête de ne pas faire un métier qui nous plaît juste parce que ça fait un peu peur. Quand on trouve un truc qui est cool, c'est dommage de lâcher. Et c'est quand même aussi un métier qui permet de faire plein de choses. Déjà, rien que le remote, c'est un avantage de dingue, qu'on soit un homme ou une femme. C'est aussi un métier où on peut, les compétences techniques, en fait, elles arrivent avec le temps, mais elles sont extrêmement respectées. C'est-à-dire que dans une boîte, quand on est tech, pour les non-tech, on est un demi-dieu. C'est la folie. Donc ça, c'est quand même méga agréable. Et c'est aussi quelque chose qu'on porte avec soi et qui n'est pas... qui est un mix de savoir-être et de savoir-faire. Il y a des métiers où c'est difficile de prouver ce qu'on sait faire, alors que là, en tech, tu arrives et tu dis, dans ma boîte précédente, j'ai fait ça, 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 ça et ça.
c'est indéniable en fait. Tu sais faire quelque chose et c'est concret. Tu as fait des choses concrètes et tu peux les montrer aux gens. Donc ça, je trouve que c'est un intérêt du métier. Et quand on veut se lancer, et notamment quand on a des doutes, on peut se rappeler qu'il y a ça. Ouais, c'est super vrai ce que vous avez dit. Moi, ce que vous avez dit, clairement, c'est des super métiers, il y a plein d'opportunités. Ça paye bien, c'est quand même cool aussi, parce que ça offre une liberté et une indépendance qui est vraiment géniale. Et je rajouterais aussi de pourquoi est-ce qu'il faut plus de diversité, c'est quand dans un monde où la technologie est partout, que ce soit toujours les mêmes personnes qui la créent, ça crée des vrais problèmes de société. Donc on a vu, c'est ce que disait je crois Bénédicte, c'est qu'effectivement il y a plein d'IA qui ont été créés par exemple, ou même des outils de manière générale qui marchent que pour les hommes, qui marchent que pour les blancs, qui marchent que... Et c'est des choses où c'est super important de se dire aussi qu'en tant que personne, on a nos biais, donc en tant qu'homme on a nos biais, mais moi aussi en tant que femme blanche j'ai mes biais qui ne vont pas être les mêmes, et plus les équipes auront... des représentations les plus diverses possibles, et plus des gens seront capables de dire attends, en fait, là, genre ça, peut-être que toi, tu ne te rends pas compte, mais en fait, pour moi, pour quelqu'un qui me ressemble, ou ça peut être un problème, ou ça peut être dangereux, ou en fait, attends, je le teste, et ça ne marche pas du tout. Et donc, pour ça aussi, c'est au-delà de l'intérêt personnel des super métiers qui permettent de travailler d'où on veut, dans le secteur qu'on veut aussi, ça faut le dire. C'est aussi des métiers, il y en a besoin, quoi. Il y a clairement besoin pour rendre le monde un peu meilleur aussi, d'avoir des gens plus variés qui codent. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est vrai que c'est du coup un moyen d'aller vers l'entreprise de ses rêves. On a des profils assez variés chez Ada. Une fille qui a, par exemple, qui a travaillé en label de musique avant et qui elle-même a été chanteuse, elle veut absolument travailler dans la musique. Donc, potentiellement, avec ses connaissances, elle pourrait aller vers une plateforme de streaming. Une personne qui est passionnée d'intelligence artificielle, data science, donc qui pourra aller dans ce domaine-là. Une personne qui s'est reconvertie en hôtellerie, mais qui n'a pas, depuis de l'hôtellerie et qui n'a pas mis de côté cette passion, qui voudrait du coup développer des sites pour des hôtels. Donc, en gros, c'est aussi un super outil pour aller vers ce qui vous passionne. Même, Ségolène, je crois que tu fais même de l'art en code. Ouais, je m'y suis mis pendant le confinement. On peut dessiner, faire des animations avec du code HTML, CSS. Et ouais, ça peut être aussi, je pense, le code. Mais ça, je crois que c'était des questions que tu avais pour la suite. Mais pour démarrer, on peut faire plein de choses assez marrantes, effectivement. Il faut trouver juste l'angle qui nous intéresse, nous. Et, puis, et voilà. Et justement, là, il y a beaucoup de... Du coup, on a eu pas mal de questions sur le chat, donc on arrive déjà presque à la fin, mais en soi, je pense que toutes les questions que j'avais en tête ont plus ou moins été évoquées. Il y a peut-être juste quelque chose d'important pour finir, c'est que comme là, il y a beaucoup de développeuses, j'ai l'impression, soit en devenir, soit qui sont déjà pas mal avancées avec des bootcamps ou autres. Quels conseils vous leur donneriez, soit pour se lancer, soit pour la suite? Quelle formation faire, comment s'entourer, quels conseils pour ces futures développeuses qui vont, on l'espère, vous rejoindre? Bon, du coup, j'y vais. Alors, moi, je ne vais pas répondre sur les formations parce qu'il y a déjà eu pas mal de petites choses dans le chat et je ne les connais pas par cœur et il y en a... Enfin, c'est quelque chose qui se débat, je trouve. Mais je dirais déjà coder le plus possible parce qu'en fait, plus on lit en repoussant le moment où on s'y met, plus c'est dur de s'y mettre. Et c'est en pratiquant qu'on se confronte à des problèmes et qu'on va acquérir de l'expérience. Parce qu'en fait, le savoir théorique, beaucoup de gens peuvent l'acquérir, mais c'est vraiment l'expérience qui va faire de vous, petit à petit, des développeurs et des développeuses aguerris. Et à côté de ça, moi, quelque chose un peu qui m'a manqué, parce que je me suis totalement auto-formée. Moi, j'ai vraiment fait 0 formation en tech. Ça s'est bien passé. Donc, il faut garder la motive. Et moi, ce qui m'a manqué, donc, je disais, c'est d'avoir des gens qui m'encadrent. Donc, via le boulot, j'ai trouvé des collègues, on va dire, qui avaient la fibre pédagogue et qui aimaient bien transmettre leur savoir, donc qui m'ont aidée. Mais quand j'apprenais toute seule, j'aurais bien aimé qu'on me drive un petit peu, qu'on réponde à mes questions, pouvoir montrer du code que j'avais fait à quelqu'un pour qu'il prenne le temps de me faire des retours.
c'est pas obligé que ce soit tout le temps la même personne. Et il y a plein de gens qui sont prêts à faire ça. Il y a des gens dans les communautés, il y a des gens sur Twitter. Régulièrement, il y a des mecs qui disent, bah là, enfin, je dis des mecs, des personnes qui disent, bah là, en ce moment, j'ai rien à faire, je prends un peu des vacances, je suis prêt à encadrer des débutants, envoyez-moi des messages. Donc, en fait, il faut vraiment créer son petit réseau, suivre des gens qui relaient ce genre de messages. Et on peut vraiment trouver des gens pour nous aider, pour que ce soit d'un point de vue purement tech ou juste pour des questions d'orientation, etc. D'autres conseils, les filles? Ouais, moi je dirais effectivement ce qu'a dit Marie, donc essayer, faire plein de choses. Voilà, comme tu disais, moi j'adore par exemple dessiner avec le code. Ça peut être un moyen de s'y mettre qui fait un peu peut-être moins peur, mais sur lequel, mine de rien, on apprend plein de choses. Ça peut être vraiment trouver ce qui vous intéresse. S'entourer, ça vraiment pour moi c'est vraiment le plus important, que ce soit avec des gens de son niveau ou qui apprennent en même temps que soi, ou comme disait Marie, avoir aussi des mentors, hyper important. Alors moi je suis un peu radicale, mais je dirais vraiment pas hésiter quand on sent qu'on a un environnement avec des gens un petit peu toxiques ou quoi. Genre faut couper quoi. Faut vraiment, c'est hyper important pour moi de super bien s'entourer. C'est une erreur vraiment, je disais, que j'ai fait au début de 42 et qui m'a un peu ralenti. Croire en soi, je dirais, au fait qu'on va progresser. C'est hyper dur au début parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend, on n'y comprend rien. Et genre, il y a beaucoup de trucs. Mais voilà, il faut s'accrocher. Il faut se dire que si on ne comprend pas aujourd'hui, c'est pas grave. On y revient demain et puis on comprend des choses en plus. Et ouais, c'est aussi quelque chose de sympa, c'est que plus on avance et plus on est capable de voir ce qu'on a fait quelques mois avant, on se dit ah ouais, ok, en fait, genre il y a eu des progrès quoi. Voilà, et puis se dire que c'est jamais trop tard aussi. Hein. Enfin, c'est souvent des questions que j'ai quand je parle à ce genre d'événements, de gens qui ont 25, 30, 35, 40, 45. Votre expérience passée, elle a de la valeur aussi en fait. Enfin, je sais que Doctolib, je pense que j'ai été prise parce qu'avant j'avais travaillé en produit, que j'ai une super bonne approche business, des bonnes qualités de communication, et je pense que c'est des choses qui ont été super importantes, même si sur mes capacités techniques, pour l'instant, effectivement, j'étais beaucoup plus junior que d'autres personnes, mais il faut vraiment vendre aussi le reste en fait. C'est pas être dev, c'est vraiment pas que coder. C'est hyper important d'avoir de l'empathie, de savoir bien communiquer, de savoir gérer des projets. Donc tout ça, c'est des choses qui clairement doivent se vendre aussi au moment de rechercher. Moi, mes conseils s'entrecoupent pas mal avec ceux de Ségolène. J'insiste toujours énormément sur le fait que il faut être indulgent envers soi-même. Dire, des fois, je fais quelque chose, je comprends pas trop comment ça marche, mais en fait, j'y reviendrai plus tard et avec le temps, en fait, ça va se digérer et ou alors il y a des choses des fois où je galère mais complètement et en fait, c'est OK. Enfin, c'est normal parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de digérer les choses, de comprendre ce qu'on fait et il y a pas de souci, tout le monde est passé par là. Donc vraiment accepter et se dire que c'est pas moi le problème, c'est juste, ça prend du temps. Donc ça, c'est l'indulgence, c'est super important et moi j'insiste aussi sur le fait que, le fait de s'entourer est ultra important. Mais donc pour, progresser, donc comme vous l'avez dit toutes les 2, le fait d'être, encadré, de pouvoir poser des questions aussi à d'autres gens. Donc typiquement en entreprise, trouver une entreprise où on sait qu'on va être accompagné, ça c'est essentiel. Que ce soit voilà, comme du mentorat, mais vraiment demander si vous allez avoir des code reviews, comment ça se passe, quels sont les process de code review quand vous allez faire un entretien en entreprise, mais aussi d'un point de vue amical, euh, parler avec d'autres gens qui sont qui font des choses comme ça avec vous, même si c'est pas dans votre cercle que vous connaissez d'avant. Si vous pouvez rencontrer des gens sur les réseaux sociaux qui ont envie de se lancer ou qui font la même formation que vous, typiquement les personnes chez ADA, ça c'est super important, surtout là en temps de confinement, de pas être seul, de pas se sentir seul dans son coin, de pas désespérer. Moi, typiquement, quand je m'étais lancée en freelance, j'avais l'impression que c'était une énorme montagne et que j'étais toute seule face à la montagne. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait une espèce de mini newsletter que j'ai envoyée à mes amis, et même à mes parents qui comprenaient à rien du tout à ce que je faisais. Mais juste le fait d'échanger, de dire, bah voilà, j'ai fait ça, je suis contente de moi parce que j'ai appris ça, c'est une manière de lutter un peu contre la solitude, en fait. Et
Et donc, en ce moment, c'est super important de ne pas être tout seul. Donc, voilà un peu mes conseils pour se lancer. Merci. Je reprends juste des questions très concrètes qui ont été posées auxquelles on peut répondre peut-être rapidement. Il y avait Delia qui disait alerte question idiote, mais ce n'est pas du tout une question idiote parce que c'est pas facile de comprendre le monde du développement au début. Quelle est la différence entre une web designer et une développeuse web qui fait du full stack? C'était pendant que tu étais en train de décrire ce que tu faisais, Alexia. Ok. Du coup, une web designer, en fait, elle va vraiment faire l'interface. Donc, elle va créer les écrans avec à quoi va ressembler l'application. Mais du coup, derrière, quand tu cliques, tu peux avoir des maquettes qui sont interactives, mais c'est pas forcément, c'est pas fonctionnel. Alors que du coup, quelqu'un qui est full stack, il fait donc le front et le back. Et donc, typiquement, quelqu'un qui fait le front, elle va intégrer les maquettes et pour que le site ressemble à ce qui a été vu. Et le back, ça va être toute la logique, la data qui va être derrière tout ça. Typiquement, j'ai un bouton, je clique dessus, donc ça c'est du front. Je récupère, je vais rentrer une information, typiquement Alexia, et je clique pour dire valider. Eh bien, le front va gérer ça et le back va derrière l'enregistrer quelque part ou envoyer un mail à Alexia ou faire une action derrière. Voilà. Je vois Delia qui acquiesce, donc merci pour l'explication. Du coup, ça touche bientôt à sa fin. Du coup, posez vos dernières questions dans le chat si vous voulez. Il y a une question sur avez-vous des lieux ou noms de communautés de gens qui sont dans la tech? Comme vous avez beaucoup dit de vous entourer, de trouver des personnes. Est-ce que vous avez des noms? Je vois que Ségolène répond quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez des choses. Enfin, Marie, peut-être avec Ladies of Code, tu dois avoir des choses à dire. Alors, en vrai, il faudrait préciser un petit peu la question. Est-ce qu'on parle de communauté, on va dire, genrée? Donc, là, déjà, il y en a, Ségolène, elle a cité Women on Day, Ladies of Code. Il y a Women We Code, Who Code. Enfin, il y en a quasiment pour chaque langage, je dirais, des communautés féminines. Il y a aussi des communautés orientées femmes de couleur. Il y en a orientées LGBT. Et après, il y en a des mixtes et il y en a pour chaque langage. Globalement, moi, j'ai trouvé mon bonheur en traînant sur Meetup. J'ai cherché des Meetup Tech et c'est souvent associé en fait à une communauté qui a un Slack. Parce que là, par exemple, j'ai dit Paris JS pour le JS, c'est sur Slack, mais derrière, il y en a une autre qui est sur Discord que je connais pas du tout, mais je connais des gens qui sont dessus. C'est la même chose, c'est juste pas le même moyen de communiquer, mais il y en a beaucoup et ça se trouve assez facilement, je dirais. Mais il faut préciser parce que sinon, on peut en sortir 200 comme ça. Mais clairement, c'est vraiment aussi un des autres avantages de suivre les communautés, au-delà de se sentir épaulé et tout ça. Moi, ça m'aide vachement pour la veille parce que j'en ai parlé vite dans le quotidien d'un dev, donc ça bouge beaucoup. Et il faut suivre quand même un certain nombre de tendances, se tenir au courant. Puis on a besoin de progresser tout le temps. Et quand il y a des gens bons qui partagent leurs articles préférés, ça fait gagner un temps fou, en fait. Donc ça, on peut trouver ça sur Twitter et dans les communautés. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup depuis super longtemps. Ouais. Voilà. J'ai listé là quelques groupes. Effectivement, tout ce que tu as dit, c'est super juste, Marie. Et j'ai rajouté, je fais un peu notre pub, mais Doctotech Life, on a une newsletter, je crois que c'est une fois par semaine, de contenu en JavaScript et Ruby, qui est justement, la curation est faite par les développeurs principalement. Et surtout, là, on l'organise, donc je reprends la main là-dessus, on organise un event une fois tous les 2 mois qui s'appelle Contribute, ou qui permet aux gens de participer à de l'open source tous ensemble. Et on fait ça en ligne. Donc, on a fait ça là pour Oktoberfest. Donc, il y a plein d'autres meet-up aussi. Et là, on en fait le 9 décembre, par exemple. Si l'open source, c'est des choses qui vous intéressent, on aura une section et un channel dédié pour les gens pour qui c'est la première fois. Et ouais, meet-up, c'est top. Oui, je suis d'accord aussi avec Marie de trouver d'abord là où on aime bien communiquer. Enfin, moi, je sais que c'est Slack. Et après, trouver les bonnes communautés associées. Il y a sur Discord, il y a sur WhatsApp aussi.
après, le confinement, là, nous l'empêche, mais aussi ne pas hésiter à dire aux gens, dès qu'on connaît quelqu'un qui se lance dans quelque chose, dire, bon, bah, vas-y, on se retrouve dans le café à côté, on va à Station F bosser à la Felicita, enfin, trouver des solutions comme ça, mais même aller les uns chez les autres. Enfin, faut un peu bidouiller, mais la plupart du temps, les gens sont preneurs en fait, parce qu'eux aussi, ils n'ont pas envie d'être seuls et ils ont envie de trouver d'autres gens qui sont motivés comme eux. Super. Je pense que tous les noms ont été mis. S'il n'y a pas de dernière question, je pense qu'on va mettre fin à la conférence. Je vous mets aussi un atelier de code plus pour du coup les débutantes. Donc nous, on organise chez ADA un atelier de code tous les mardis, toutes les 2 semaines, sur des sujets à chaque fois différents. Donc c'est soit organisé par ADA Tech School et c'est avec notre pédagogie dont je vous ai parlé, soit organisé en partenariat avec Clévy. Et là, ça va être un chatbot qui génère automatiquement un sticker qui sera un sticker ADA. Donc vous aurez à la fois un chatbot et à la fois un sticker qu'on vous imprimera en plus à la fin de l'atelier. En tout cas, merci beaucoup, Marie, Ségolène et Alexia. C'était super intéressant. J'ai l'impression que ça a plu de ce que je lis sur le chat. On a aussi enregistré la conférence, donc vous pourrez la retrouver sur YouTube et la partager si vous avez d'autres amis qui veulent devenir développeurs ou développeuses. Et on fait aussi un mail récap suite à l'événement, où du coup, je garde le chat et je reprendrai aussi tous les conseils qui ont été dits. Et si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues, je vous les remonterai, les filles. Merci beaucoup. C'était une super soirée. Et merci de nous avoir invités. Merci. De rien. Cool pour nous aussi. Merci beaucoup. Enfin, pour moi en tout cas. Super. À très bientôt et merci à toutes. À bientôt. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Bonne soirée.